Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Guadeloupe, actualité. La Kanaki est en feu. De nombreux affrontements violents ont lieu depuis hier soir entre manifestants et forces de l'ordre. Des magasins sont pillés, des habitations incendiées et les gendarmes ciblés par des tirs. Notez que plus de 200 départs de feu ont été recensés. 82 personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre au cours des 2 derniers jours et 54 gendarmes et policiers ont été blessés. La cause des émeutes, une révision constitutionnelle qui vise à élargir le corps électoral pour les élections provinciales. Une mesure qui n'est pas du goût des indépendantistes qui refusent catégoriquement la modification. En Nouvelle-Calédonie, il faut savoir que le corps électoral se limite aux électeurs inscrits sur les listes de consultation de 98 et à leurs descendants, ce qui exclut d'office les résidents arrivés après 1998 et de nombreux natifs. Une restriction issue de l'accord de Nouméa, un accord de décolonisation signé il y a 26 ans par les indépendantistes, les loyalistes, donc ceux qui sont pro-France et l'État français. Et effectivement, ce texte qui est devenu par la suite la réforme constitutionnelle de 2007 voulue par Jacques Chirac. Et à noter qu'au vu de la situation, le groupe gauche démocrate et républicaine à l'Assemblée a retiré 95% des amendements déposés au sujet effectivement de cette révision constitutionnelle, tout en demandant le report ou le retrait du texte en vue d'un accord plus global. Et véritable désert médical, l'île de la Désirade a enfin un nouveau médecin, enfin pas tout à fait encore. Il s'agit d'un anesthésiste réanimateur qui effectue un parcours de requalification pour devenir généraliste. Ce dernier a débuté les consultations hier sous la supervision de ses maîtres de stage. Le docteur Brigitte Doutot-Lavergne effectuera donc des consultations en moyenne 3 jours par semaine, à savoir le lundi, le mercredi et certains vendredis. Ça va dépendre visiblement. Et son installation définitive, si elle se fait, devrait survenir dans les 3 prochains mois. Il faut encore que les habitants de Désirade croisent les doigts, visiblement. Et les îles du Sud, où l'offre de santé fait cruellement défaut, comme aussi à Marie-Galante, où il n'y a pas de maternité, par exemple. Des problématiques abordées lors de la 3e journée de coordination en santé. L'occasion pour les professionnels de Guadeloupe et Martinique d'échanger pour améliorer la prise en charge des patients. Regardez. Nous sommes à notre 3e édition sur les journées de la coordination. Le but de cette journée, c'est de pouvoir réunir tous les professionnels afin vraiment de faire le point sur les pratiques de chacun et savoir pour nous DAC où nous en sommes au niveau du territoire. On est un petit territoire, on a des problématiques qui sont particulières et c'est important que tout le monde puisse travailler pour le bien du plus grand nombre et le bien de tous. Et donc particulièrement, vraiment pour toutes les personnes, toute pathologie, tout âge, vraiment tous les Guadeloupéens. Nous accompagnons déjà des situations extrêmement complexes, déjà sur le territoire respectif, mais ça arrive aussi que les patients bougent, quittent la Martinique pour aller en Guadeloupe et inversement. Donc c'est important déjà qu'on réfléchisse ensemble sur des procédures communes. C'est les mêmes choses qu'on vit en fait sur les 2 îles, mais aussi qu'on puisse réfléchir aussi sur ces patients qui bougent d'une île à l'autre. Donc tout ça c'est important, oui. Moi je suis particulièrement sur la périnatalité, donc je vais vous prendre un exemple très parlant. Depuis 2012, il n'y a plus de maternité à Marie-Galante. Ça veut dire que toutes les femmes qui sont enceintes à Marie-Galante, et effectivement celles aussi de la Désirade et des Saintes, lorsque vient le moment d'accoucher, il faut qu'elles arrivent en Guadeloupe. Et donc on est là pour sécuriser cette arrivée en Guadeloupe, pour les aider, les accompagner, leur permettre d'accoucher dans toute sécurité, parfois loin de leur famille pendant quelques semaines, puisqu'il faut organiser tout ça pour ces femmes-là. Et donc il est important qu'on se coordonne pour permettre à toutes les femmes de chez nous de bénéficier du meilleur pour leur accouchement.
il y a aussi les professionnels du social et du médico-social. Notre but aussi, c'est de faire connaître le DAC à ceux qui ne connaissent pas et ceux qui ont déjà collaboré avec nous. Il s'agit de faire aussi ces retours d'expérience et savoir ce que nous devons, nous, au niveau du DAC, améliorer ou bien aussi maintenir. L'IEDOM présentait aujourd'hui son rapport de la situation sociale et économique en Guadeloupe. Et si l'inflation qui perdure n'est pas une bonne affaire pour les consommateurs, elle met en tout cas du beurre dans les épinards des entreprises. L'activité de crédit, elle ralentit. La faute à des taux très élevés, surtout dans l'immobilier. Le tourisme, lui, se porte de mieux en mieux avec un trafic aérien en augmentation et des hébergements qui affichent de bons taux de remplissage. On fait le point. En 2023, l'activité économique a progressé par rapport à 2022. Ça, on peut le constater par rapport à notre indicateur du climat des affaires qui est sur un point haut, même s'il décélère sur la fin de l'année. Cet élément-là est conforté par le chiffre d'affaires des entreprises sur le territoire qui progresse de 6%. Sur l'année, quand bien même il faut noter un effet de l'inflation, où l'inflation a été de 4% environ en moyenne sur l'année. Donc ça a contribué à dynamiser le chiffre d'affaires des entreprises. L'activité de crédit, pour la première fois depuis très longtemps, se contracte. Structurellement, et même pendant la période Covid, l'activité de crédit, l'encours de crédit et les dépôts, progressaient. Là, en 2023, sous l'effet du resserrement des conditions d'octroi, sous l'effet de la hausse des taux, sous l'effet aussi de l'inflation, cet encours de crédit a diminué, porté notamment par la baisse de l'encours aux entreprises. On voit que l'encours des crédits à consommation des ménages progresse. Donc pour rappel, l'encours, c'est la résultante entre les nouveaux crédits qui ont été octroyés dans l'année, donc ce que les banques ont prêté aux ménages, moins ce que les ménages ont remboursé. Cet encours-là, il progresse matériellement, plus de 100 millions d'euros. En revanche, l'encours de crédit immobilier, lui, diminue. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement rare. L'activité touristique, elle redémarre. Elle est sur le trafic aérien, elle est proche du niveau de 2019 qui est l'année de référence. On est à 87% des flux de tourisme de 2019. Par contre, sur les nuitées déclarées aux hôtels et sur les nuitées Airbnb, là clairement, on est en progression donc par rapport à 2022 et même par rapport à 2019. Pour 2024, on a calculé déjà notre indicateur du climat des affaires qui reste sur un point. On reste sur la même dynamique que par rapport à la fin 2023. Ce dont on parlait lors de la conférence de presse, c'est qu'en 2023, il y a eu plus 33% d'appels d'offres publics qui ont été émis sur le marché en Guadeloupe. Et seulement 12% d'entre eux ont trouvé un attributaire. Donc, ce qui veut dire qu'il y a encore une réserve potentielle de marché public et de marché tout court pour les entreprises du territoire, indépendamment même des projets qui sont actuellement en cours. Et on parle toujours de cette inflation qui revoit les prix des produits à la hausse, mais qui n'induit pas d'augmentation des salaires, de quoi agacer les employés lors des négociations annuelles obligatoires, comme c'est le cas dans l'entreprise SOR. Ces derniers ont entamé un mouvement de grève pour réclamer de meilleures conditions de travail et une revalorisation de plus de 3%. Regardez. Aujourd'hui là, nous rassemblés devant la SOR, les piquets grève nous commençons par un NAO et depuis les deux qui pas abouti. OK? Aujourd'hui là, le directeur a fini arriver, il dit nous que nous en protocole de désaccord. Et ça nous a parlé PV désaccord là c'est pour un NAO. Mais ils savent quand même que depuis dernière réunion nous tenions c'était le 7. Depuis le 7 il pas qu'à répondre, il est absent. D'accord? Donc on a pensé quand même qu'à partir du PV de désaccord là, ils savent que nous en grève, là nous pas parler de NAO encore. OK? Ça nous demande très simple. Nous demandons messieurs là, une augmentation, nous fiche de poste nous avons fait travail mais multitâche. Peut-être nous péter, nous ne pouvons pas encore, ok? Là nous finissons, et m'ont averti avant tout que nous travaillons dans l'eau, ok? Et là nous finissons, nous demandons une répartition des salariés, qui contrats différents contrats DSP que nous avons et puis SMGAG. Nous sommes obligés de suivre des débrouillages que les camarades mettent entamés là, parce que si nous regardons bien, le gouvernement nous licite dans la mesure que les revendications claires par rapport à ça que nous avons nous.
Et ça, surtout qu'à comprendre que c'est des gens qui sont très bien payés, alors que nous n'avons pas quatre personnes qui, côté nous, qui se mika. Parce que si y a un petit prime qu'on ajoute en l'air, ou à base de 1500, 1600 euros. Ça qui est honteux, nous gardons ça pendant une année parce que nous avons estimé que nous étions trop fiers. Qui fait nous avons gardé ça, mais là ça arrive au niveau que nous ne pouvons pas garder encore. Demain matin, on va faire un contrat, on va apprendre nous comme par hasard, quand on a tel contrat, vous comprenez? Ça n'a pas fait. Il n'y a pas de monde qui a accepté ça. Et nous avons posé une question, pour qui pas les remettre nous? On l'a qui contre nous, c'est ça seulement nous avons demandé, ok? Nous avons demandé une augmentation. Il est pas la même augmentation que Martinique. Donc on va rappeler simplement que SOR, Antilles, Martinique, d'accord? Et dit, ça qui dépend de Guadeloupe, c'est Saint-Martin, Saint-Barth et Guadeloupe. On les bat nous 3%, même on y a qui Martinique, qui a un seul contrat qui reste à Jodla, il n'y a pas le contrat, ok? Qui y a à peine une vingtaine de salariés, et nous avons représenté plus de 60 salariés. Est-ce que c'est logique? Bah nous même pourcentage qui est 3%. C'est ce qu'ils ont, c'est pourquoi pour l'inflation. Alors l'inflation n'a pas impacté nous. Alors l'inflation qui a impacté quel employeur, mais pas les salariés. Donc il n'y a pas qui pas qu'à tourner rond. Et qui dit travail dans ce pays dit payer des impôts. Alors pour ceux qui débutent dans la discipline, le Centre régional d'information jeunesse vous aide à comprendre comment remplir votre déclaration de revenus. Regardez. C'est un dispositif qui permet d'accompagner les jeunes pour leur déclaration d'impôt. On sait que c'est un véritable casse-tête pour les jeunes. Ils ont toujours peur pour la première déclaration, même lorsqu'ils ont fait la première déclaration. C'est aussi important pour les parents qui veulent faire qui veulent détacher leurs jeunes sur leurs impôts. Donc pour nous, c'est important parce que chaque année, c'est une opération qu'on reconduit pour permettre aux jeunes d'être tranquilles et aussi aux parents d'être tranquilles. Il y en a qui ont des difficultés, qui n'ont peut-être pas le matériel qu'il faut. Le service de la CRIJ met à leur disposition des ordinateurs, donc au moins ils peuvent faire les déclarations en ligne et je les aide du mieux que je peux. Il y a quelqu'un de la DRFIP qui est présente, c'est la deuxième date aujourd'hui, on a une première date déjà, c'est la deuxième date, et il y a quelqu'un de la DRFIP qui est présent pour justement accompagner et donner les bonnes informations pour ces personnes qui sont en quête justement d'informations et de la bonne information justement. Ils viennent avec les documents qu'ils ont, ils m'exposent un petit peu leur situation et en fonction des éléments qu'ils m'apportent, je vois si effectivement je peux créer les comptes fiscaux pour eux, de façon à ce qu'ils puissent faire leur déclaration en ligne. Les jeunes sont ravis justement, les jeunes et aussi les parents, comme je disais tout à l'heure, sont ravis de ce dispositif qui permet de faciliter et d'être serein par rapport à la déclaration d'impôt, déclaration de revenus plus précisément. Et à noter effectivement que la population imposable en France sur l'impôt sur le revenu est de 44% contre 26% ici en Guadeloupe. Et le bus de collecte de l'établissement français du sang a fait une halte à Jarry aujourd'hui, une nouvelle occasion de sensibiliser sur l'importance de donner et encore donner son sang. Regardez. Pour sauver des vies, tout simplement. Tous les éléments qu'on retrouve dans le sang ne peuvent pas être remplacés par des médicaments actuellement. Donc on a besoin des globules rouges, du plasma, des plaquettes, tout ça, ça sert à sauver des vies. Donc à partir d'un don, d'une poche de sang totale, on arrive à sauver plusieurs vies. Donc c'est très important de donner son sang. Parce que ça fait c'est pour sauver pas la planète, mais les gens qui en ont besoin. Et c'est la première fois, donc il y en a besoin. Tout le monde peut venir, il faut avoir entre 18 et 70 ans. La démarche, c'est qu'on arrive, on remplit un questionnaire qui permet de savoir si on est éligible ou pas à donner son sang. Donc on passe à l'enregistrement au niveau d'une secrétaire. Derrière, on passe à un entretien avec un médecin ou avec quelqu'un qui est habilité à faire l'entretien pré-don. Si tout va bien, à ce moment-là, la personne passe au prélèvement. Donc c'est une poche à peu près 420 à 480 millilitres de sang qui sont prélevés. Et à partir de là, la personne passe en collation où on lui donne quelque chose, une petite boisson, un petit truc à manger. Et on va pouvoir la surveiller pendant une vingtaine de minutes. À condition d'être donc dans les tranches d'âge requis, donc 18 à 70 ans, d'avoir plus de 50 kilos.
et de ne pas avoir de gros soucis de santé. Donc ça, c'est quelque chose, soit vous pouvez poser la question au médecin, enfin à la personne qui est habilitée à l'entretien pré-don avant la collecte, et ben qu'on a vraiment besoin de sang. Donc tout le monde, il faut que tout le monde se mobilise pour venir donner son sang et venir sauver des vies, c'est très important. La Guadeloupe en a besoin, les patients guadeloupéens en ont besoin, donc venez, venez, venez. N'ayez pas peur, venez le donner, donnez votre sang, et en plus il y a à manger après. Et à Bémao, les seniors seront en charge d'assurer la sécurité aux abords des écoles. Et les mamies et papis trafic étaient justement en formation ce matin. Regardez. Donc quand tu vois ce panneau-là, tu dois t'arrêter. Ok? Voilà. Nous avons donc opté pour ce dispositif pour créer déjà non seulement du lien social, l'intergénérationnel aussi également, parce que c'est pratiquement 3 générations qu'on peut retrouver sur les routes, les enfants, les parents qui eux-mêmes étaient enfants, qui ont fréquenté les différentes écoles concernées, et de l'autre côté les papis et les mamies, donc on est sur de l'intergénérationnel, et dans un troisième temps encore plus de sécurité sur la sortie de nos établissements scolaires, et ça c'était une chose importante. Là je les apprends à se faire respecter par les enfants, par les automobilistes, hein. Donc de bien regarder la distance, de bien juger la distance des véhicules avant de les arrêter et de se mettre en place au milieu de la route, donc face au danger. Donc il faut savoir aussi que là ça fait 2 mètres de large, mais sous la voie publique ça fait 6 mètres. Et du moment qu'ils sont sur le trottoir, de faire passer les véhicules qui sont derrière eux, de sortir sous la gauche ou sous la droite, de là où ils sont placés, et de faire passer les véhicules qui arrivent en face. Il y a un peu d'appréhension quand même, parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Mais tout s'apprend, hein. Il y a toujours une première fois. Et puis ça va aller, comme disait le policier, le formateur, c'est petit à petit ça viendrait. Et il faudrait qu'on se débrouille aussi, parce qu'il ne peut pas être tout le temps à côté de nous, il faudrait qu'on se débrouille aussi, bien retenir ce qu'on a appris pendant la formation et tout ira très bien. Nous avons fait le choix de, je dirais, cibler les aînés qui ont une petite pension, donc leur permettre d'avoir un surplus de manière à pouvoir leur permettre d'avoir de meilleures conditions de vie. Et vous l'avez entendu tout à l'heure, il y en a au début, ils ont pensé que c'était du bénévolat, donc ils sont fort heureux de savoir qu'il y a une petite pécule qui les accompagnera, qui va permettre de rehausser leur pension, mais on sent qu'il y avait une vraie motivation de ces personnes pour répondre à la demande de la collectivité. Je suis prêt pour jeudi. Et je profite là en ce moment pour remercier la maire de Bémao et ensuite le conseil municipal d'avoir pris cette initiative qui, je pense, sera suivie par d'autres communes. Ça permet aux retraités d'être toujours en contact avec la génération, d'être toujours, d'avoir un lien intergénérationnel, et aussi ça permet d'être utile à la commune, à la vie de la commune. Nous sommes des Bémaotiens, donc il faut bien participer à la vie de la commune. Et maintenant, je reçois Kervens Louis, étudiant en sciences politiques. Bonsoir Kervens. Bonsoir Monsieur Haroldis, comment allez-vous? Ça va très bien, merci, et toi? D'accord, merci, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors, tu es en compagnie effectivement de Camille Boulan, une collaboratrice. Bonsoir Madame Boulan. Oui, bonsoir. Alors, pour reprendre un peu les faits, il y a eu un nouvel incendie justement à la rue Peigné à Pointe-à-Pitre. Tu étais en pension dans cet immeuble. Est-ce que tu peux nous raconter cette nuit-là? Alors, cette nuit-là, je n'étais pas spécialement chez moi, donc j'étais à Bastia chez Madame Camille Boulan. Heureusement. Justement, heureusement, Dieu a sauvé ma vie, donc j'étais logé dans la pension chez Madame Récy Francis, donc le dimanche, et M. Ebdomicha m'a appelé pour me dire que la maison a pris feu. Donc j'étais chez Madame Camille Boulan, donc elle m'a dit ok, il n'y a pas de souci, ce qu'on va faire, essayer de prendre contact avec la propriétaire, tout ça. Donc j'ai appelé la propriétaire, elle n'a pas répondu tout de suite. Et j'ai appelé une autre étudiante. Quand j'ai appelé l'étudiante, elle s'appelle Cassandra, elle m'a dit oui, effectivement, la maison a pris feu, donc tout est passé par le feu, et tout est parti en fumée. Tout est parti en fumée. Elle te dit que tout était en train de brûler. Au début, on ne croyait pas, et donc on nous a dit d'allumer la télé. Voilà. Et c'est là que vous constatez? On a pu constater, puis après on nous a envoyé des photos et tout ça, et donc c'est là qu'on a vu que tout était en train de brûler. Donc il a fallu prendre conscience, le choc sur le moment.
de se dire ça y est, c'est vraiment en train de brûler. Alors au début on disait peut-être que la maison va pas être touchée, ça va peut-être pas trop endommager, et puis au bout de quelques heures on nous a dit non mais en fait c'est fichu. Complètement. Tout était ruiné, parce que les colocataires, les autres locataires de la pension étaient là, certaines étaient sur place, et donc elles ont envoyé au fur et à mesure des nouvelles en disant là la maison est fichue, c'est mort, il n'y a plus rien. Donc elles ont assisté effectivement à la scène. Elles nous ont expliqué quand le feu s'est déclaré, c'est comment elle s'appelle, Christine non, c'est pas, c'est Catherine. Catherine, pardon. Catherine, elle était dans sa chambre et elle a senti l'odeur de brûlé. Elle est juste descendue avec ses clés, son téléphone pour voir dans la rue ce qui se passait, etc. Et là, elle a vu les pompiers. Ils lui ont dit non, vous remontez pas chez vous, vous récupérez pas d'affaires, vous restez là. Et pareil pour Madame Rilsi, elle était descendue vérifier, et donc elles ont dû assister impuissantes à leur maison qui était en train d'être réduite en cendres. Et leur vie qui était en train de littéralement partir en fumée donc devant leurs yeux. Bon, Kervens a évité ce moment-là, mais tu arrives finalement le lendemain matin. Ta réaction? Quand je suis arrivé, donc, je ne croyais pas que c'était ma maison, vu que j'ai vu tout était sur les cendres, tout est parti en fumée. Donc, quand je suis arrivé, il y avait M. Eric Domichel qui était là, donc il m'a consolé un petit peu, donc j'étais fondu en larmes. Quand je suis arrivé sur les lieux de l'incendie. On rappelle que c'est le directeur justement du lycée Carnot. Il est proviseur du lycée Carnot. Donc c'est lui qui t'a accueilli en premier, on va dire. La première personne qui m'a accueilli après l'incendie, c'est M. Eric Domicha. Après, j'ai appelé les autres personnes, les autres collègues, Camille. Elle était déjà au courant depuis le dimanche, donc c'est comme ça. Oui, donc, oui, parce qu'en fait, on était en train de travailler sur un projet associatif, donc c'est pour ça qu'il était venu. On était en plein boulot, en fait, quand on nous a téléphoné. Enfin, quand on lui a téléphoné. Et puis, il faut savoir aussi que donc, M. Domichard, c'est le proviseur du lycée où toi, tu as passé ton bac. J'ai eu le connais bien. Un bac STMD au lycée Carnot. Donc, j'ai fait seconde, première et terminale. Avant, quand je suis arrivé au lycée Carnot, il y avait Mme Annick Solva. Après, elle est partie, il y a eu M. Domichard. Donc, en terminale, on a parlé, on a discuté ensemble. Donc, on est resté en contact. Parfois, il m'envoie des messages pour prendre de mes nouvelles. Et le jour de l'incendie, c'est la première personne qui m'a contacté pour m'informer que ma maison était en train de brûler. Alors, tu as tout perdu, comme effectivement les autres locataires. Il ne restait donc plus rien, effectivement. Donc, toute une vie à reconstruire. Monsieur Domichard, qui a pris les devants aussi, donc qui a organisé une cagnotte pour toi, carrément. Une bonne action de sa part. Ça a bien fonctionné, je crois. Est-ce qu'on peut encore donner ? Exactement. Si vous voulez, oui. Donc, vu qu'il y a une vie à reconstruire, donc il y a plein de choses. Donc, je dois organiser. Il y a plein de dépenses. Donc, je dois faire logement. Il y a des pièces donc je dois faire. Mais logement, vêtements, matériel, tout ça. Donc, effectivement, je prends le temps de remercier le peuple guadeloupéen qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu pendant tout l'événement. Et jusqu'à maintenant, il y en a qui continuent à m'envoyer des messages. Spécialement, il y a Mme Berville, Mme Maître Chantal Beaubois. Et il y a la famille Nolin, qui est pas très loin de chez moi, qui sont des amis. Du coup, le dimanche, dès qu'ils ont su ça, parce que je les ai contactés, j'aurais dit, ah là là, il y a la maison de Kervens qui vient de brûler. Et donc, immédiatement, ils nous ont dit, passez, on va vous donner des trucs. Donc, la dame, tout de suite, elle est allée chercher des serviettes de toilette, un petit nécessaire basique qu'elle avait dans ses tiroirs. Comme ça, il a pu être dépanné tout de suite de quelques produits de base pour redémarrer un peu. En tout cas, vous ne le laissez pas tout seul. Hein. Non. Il est très, très entouré par plein de gens. Voilà, effectivement, comme elle a dit, donc, je suis très entouré. Et puis, il y a la communauté guadeloupéenne aussi. Il y a tout le monde qui m'envoie un message, qui me soutient, tout ça. Donc, il y a aussi les étudiants de Fouillol, ceux qui sont en droit et sciences politiques, qui m'envoient des messages pour prendre de mes nouvelles le soir même, et le lendemain de l'incendie, quand ils ont vu la photo. Et il y a la paroisse de Baïf. Oui, la paroisse de Baïf aussi, ils ont fait des dons, ils collectent même des fruits, des légumes, tout ça. Des fois, je les remonte à Pointe-à-Pitre pour les autres étudiantes aussi, pour lui, pour tout le monde.
je collecte des choses pour eux, des vêtements, tout un tas de choses comme ça. On a communiqué les tailles de toutes les personnes qui étaient dans la pension, de tous les étudiants qui ont besoin de vêtements, de vaisselle, de trucs comme ça. Donc chacun donne ce qu'il veut, ce qu'il peut. C'est vrai qu'il y a Kervens qu'on peut aider, mais il y a d'autres aussi, d'autres étudiants. Il y avait 3 filles qui étaient là aussi et un garçon qu'on connaît un petit peu moins bien. Mais lui, je crois qu'il a plus de famille ici. C'est vrai que là, c'est 4 personnes qui sont plus isolées en fait. Donc on était à 5 étudiants. On a 3 étudiants de Fouillol. On a un lycée qui s'appelle Thomas et il est en terminale SDTMD au lycée Carnot. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.